Dans les névroses graves, ou les cas limites, en tout cas chez les adolescents, on rencontre souvent soit de la dépersonnalisation, soit de la dissociation. Alors effectivement, il faut arriver à scinder les deux, c'est-à-dire que je vais commencer par la dépersonnalisation, qui est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment. Et la dépersonnalisation, il faut que je dise en premier que ce n'est pas du tout un signe qui signe la psychose ou l'état limite. C'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un symptôme, on va dire, mais en fait c'est un syndrome qui regroupe plusieurs choses. En tout cas, la dépersonnalisation, c'est un trouble, ça c'est les psychiatres qui avaient décrit ça il y a longtemps, c'est un trouble de la conscience de soi-même. Et la question, c'est qu'on ne se reconnaît plus vraiment soi-même. Alors, ça participe d'une étrangeté, le sujet se sent un peu étranger à lui-même, ne se reconnaît plus, parfois il ne se reconnaît plus dans la glace, je donnerai éventuellement un exemple tout à l'heure, et en tout cas, il sent comme s'il y avait une déformation de son corps. C'est comme si vous vous regardiez dans la glace et que vous disiez, mais c'est pas moi, je ne me reconnais pas dans la glace. Donc c'est très inquiétant. Il y a beaucoup d'angoisse qui va avec. C'est, si vous voulez, la référence par exemple, c'est par rapport à la métamorphose de Kafka. Le livre de Kafka, ce personnage qui tout d'un coup se transforme au fil du temps et qui devient un insecte, et les parents, à la fin de ce livre magnifique de Kafka, balayent sa chambre qui était très sale et balayent l'insecte qu'il est devenu en même temps. Et c'est comme si beaucoup d'adolescents craignaient aussi de devenir, comme dans le roman de Kafka, des insectes. Alors, il y a aussi des phénomènes d'influence et il y a une déformation du corps et de la pensée. Alors, je vais vous citer un tout petit exemple et après on passera à la dissociation. Le petit exemple, c'est un adolescent que je voyais à l'époque, c'était dans un hôpital de jour, où il venait donc, tous les jours, il était assez malade, on va dire, il commençait comme ça, il était, on va dire, entre état limite, quoi. Et un jour, il arrive avec des grandes griffes sur les joues, comme ça, des deux côtés, qui n'étaient pas du tout superficielles, assez profondes, et je lui demande ce qui lui est arrivé. Et il a eu une formulation, là, ça va peut-être être difficile à traduire en bulgare, mais il a dit « je me suis mal vu ». Donc, il y a une expression en français qui dit qu'on est mal vu par quelqu'un. Mais on dit « je suis mal vu par les autres, je suis mal vu par quelqu'un ». Mais on ne dit jamais cette forme grammaticale très curieuse qui est « je me suis mal vu ». Et en fait, le problème chez lui, c'est qu'il était tellement angoissé parce qu'il ne se reconnaissait plus dans le miroir, comme je l'évoquais tout à l'heure, et qu'à ce moment-là, il s'était griffé le visage pour dire « mais c'est pas mon visage, il y a un autre, c'est un masque, il y a un autre visage qui est mon vrai visage dessous, sous ma peau ». Mais c'était vraiment, c'était limite de la mutilation. Alors ça, c'est pour la dépersonnalisation. La dissociation, ça se voit, alors par contre, oui, ce que je voulais dire pour la dépersonnalisation, c'est que ça peut se voir donc dans la psychose, dans les états limites, mais aussi, on peut le voir dans l'hystérie grave. Moi, j'en ai rencontré à plusieurs reprises, là plutôt des patients qu'on analyse, et on peut voir tout à fait ça. Alors, après donc, la dissociation. La dissociation, on est carrément là dans le registre de la psychose. Là, il n'y a pas, ça ne se voit pas dans d'autres structures. Et qu'à ce moment-là, il y a une dissociation qui est à la fois intellectuelle, affective et corporelle. Il y a les trois qui vont ensemble. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau intellectuel, c'est ce qu'on appelle les troubles du cours de la pensée, avec des difficultés logiques, des difficultés d'attention et de compréhension. Au niveau des troubles affectifs, c'est l'ambivalence, mais bon, l'ambivalence, tout le monde est ambivalent, c'est quelque chose d'assez commun, mais là c'est une ambivalence extrême où le sujet est tellement la proie du doute qu'il n'arrive jamais vraiment à se décider, quoi. Il est envahi par des questions de doute, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais manger ça ou ça, il n'arrête pas d'être pris par ça et c'est vraiment très obsédant et très angoissant aussi parce qu'il n'arrive jamais à se décider. Ensuite, au niveau du corps, il a par exemple une espèce de rigidité physique, mais il y a aussi une froideur du contact, on sent qu'il est dans une espèce de négativisme, il manque d'élan vital, il n'est pas... Et on a du mal à être dans la relation avec lui. Il faut vraiment aller le chercher pour avoir des échanges avec ces sujets-là, avec ces adolescents-là.
et que c'est très difficile pour eux. Alors, il y a aussi des troubles du langage, et ça c'est très important, parce que il y a une étrangeté parfois qu'on ressent en écoutant ces sujets dissociés. Il y a une étrangeté qu'on ressent soi-même en tant qu'analyste, d'écouter ces gens qui parlent de façon assez bizarre, mais surtout ce qu'il faut chercher, c'est la question des néologismes et des mots inappropriés. Vous savez que Lacan, quand il faisait des présentations, parfois il les faisait durer très longtemps, présentation de malades en public, parce qu'il cherchait effectivement les néologismes. Parce qu'un néologisme, ça crée, ça signe finalement la dissociation et donc la structure psychotique. Et c'est en ça que souvent on dit oui mais il délire pas, il n'a pas d'hallucination, donc il n'est pas psychotique. C'est faux. En fait, il y a une structure psychotique qui ne se manifeste pas souvent par ces grandes choses, ces grands éléments très inquiétants pour le sujet et très inquiétants pour l'interlocuteur parfois, à savoir le délire ou l'hallucination. Mais là, c'est dans cette dissociation-là que va se créer des troubles du langage, et que dans le langage, on peut signer des gens qui ont une apparence parfois, on se dit bon, ils sont un peu bizarres, mais ils ont l'air plutôt névrosés. Ben non, s'il y a du néologisme, ça signe la psychose. Et que là, c'est très important d'arriver à le repérer, et que pour ça, par exemple, moi je conseille à tous les analystes en formation ou les psychologues qui se forment, d'absolument faire des stages dans les hôpitaux psychiatriques et rencontrer des psychotiques, pour qu'eux-mêmes reconnaissent, puissent parler avec eux, puissent avoir des entretiens, et surtout s'exposer à ce que l'on peut ressentir soi-même en tant qu'analyste devant ce type de pathologie, devant ce type de sujet. Je crois qu'il faut toujours se fier aussi à son transfert au patient, ce qu'on ressent nous, et que ça c'est très important parce que à ce moment-là, on peut, c'est un élément supplémentaire pour signer le diagnostic de psychose. Voilà, moi je m'arrête là pour cette question-là.